Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler des parcours du Tour de France hommes et Tour de France femmes qui ont été dévoilés ce jeudi à Paris. Alors, on connaissait déjà les grands départs de Barcelone pour le Tour homme, de Lausanne pour le Tour femme, mais on connaît maintenant l'intégralité des parcours qui vont nous emmener notamment pour la course masculine, par les Pyrénées en passant par Gavarnie, le Lioran dans le Massif central, le Marstein dans les Vosges ou encore une double arrivée à l'Alpe d'Huez. C'est là l'un des gros coups de ce tracé masculin. Et pour les femmes, on l'évoquera aussi, descente en passant par le Beaujolais notamment, une arrivée au sommet du Mont Ventoux et l'arrivée finale qui sera à Nice. On va prendre le temps dans ce podcast de revenir sur ce qu'on a découvert ce jeudi, le parcours qui a été dévoilé. Qu'est-ce qu'on en pense aussi, essayer de l'analyser, comprendre qu'est-ce qu'il pourrait se passer l'été prochain, donc en 2026 pour ces Tours de France. On va voir ça avec nos trois chroniqueurs du jour. Geoffrey pour commencer. Salut Geoffrey. Salut Mathieu. Alors Geoffrey, grand spécialiste des parcours qui a déjà tracé 400 parcours de Tour de France. Bah si on compte ceux où j'étais gamin, où Internet, on va dire quasiment existait pas et je le faisais avec des cartes Michelin où j'essayais de trouver les petits chevrons qui matérialisaient des pentes de plus de 5%, ouais ça fait beaucoup. Ah, tu as de l'expérience du coup à ce niveau-là et t'as pu bien voir les différentes évolutions. On est aussi avec Johan. Salut Johan. Salut Mathieu, salut tout le monde. Bon toi Johan, niveau connaissance de parcours, t'es pas trop mal aussi, un peu moins de parcours tracé que Geoffrey, mais pas mal non plus. Bah, je crois que sur le forum, quand t'as le classement all-time, machin, je suis toujours relativement bien classé. Les c'est pas pour te la péter, mais... Non, mais enfin, il y a l'ancienneté, quoi, parce que maintenant les concours, je fais beaucoup, mais... je gagne moins que Geoffrey quand même aussi, mais... Donc il y a quand même une certaine connaissance, on note. Et pour compléter notre équipe du jour, on est avec Anselme. Salut Anselme. Salut Mathieu, salut tout le monde. Moi je les trace pas les parcours, je les critique. Voilà, une vision différente, mais comme facile. Ça on Un spécialiste du cyclisme ibérique, le départ à Barcelone et le festival de course de côte est quand même en terre inconnue. On va voir ça. Je vais pas vous laisser tout dire dans l'introduction. Avant tout ça, vous avez plus ou moins vu tout ce qu'on va évoquer et c'est quand même bien parti. Bah écoutez, avec tout ça, vous savez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors on va donc commencer par le parcours du Tour de France homme. Dans un premier temps, on évoquera ensuite le parcours du Tour de France femme. Tour de France femme qui d'ailleurs sera légèrement décalé, ne partira plus en même temps que l'arrivée du Tour homme. Donc ce parcours du Tour de France homme, déjà en regardant globalement, on va faire un avis général dans un premier temps avant de rentrer dans le vif du sujet déjà. Qu'est-ce que vous en pensez, Geoffrey? C'est quoi ta réaction comme ça? Alors on est ni à chaud ni à froid, on est à tiède, on va dire, au moment où on enregistre ce podcast, mais qu'est-ce que tu penses de ce parcours du Tour de France 2026 dans sa globalité? Un peu toujours les mêmes critiques que ces dernières années, avec quelques points caricaturaux qui le sont de plus en plus. Je suis toujours en tête Christian Prudhomme qui... Le dogme, c'est qu'il n'y a pas de dogme. Voilà, sauf que là, il y en a carrément, parce que les parcours, c'est les mêmes année après année. Mon ressenti général, c'est quand je vois le détail de certaines étapes, je me dis que peut-être qu'au dernier moment, ils ont essayé de faire un truc plus soft que ce qui était prévu initialement, après ce qui s'est passé ces dernières années, mais qu'ils étaient un peu contraints par les choix d'arrivée, ce qui donne quelques points assez moches, notamment en montagne. Il y a quand même des trucs qui sont intéressants, et on aura le temps de revenir dessus sur le détail, mais globalement, toujours trop de montagnes. Les montagnes, c'est que des arrivées en altitude, et c'est très chiant. Et les sprinters qui encore une fois, ont quasiment rien à jouer.
Et du coup, ils vont être absolument acharnés sur les 5 étapes qui sont pour eux. Et du coup, Thierry Gouvenou va se mettre à râler sur le fait que les équipes de sprinters laissent rien absolument sur ces étapes-là. Mais bon, le serpent qui se mord la queue. Et déçu aussi de l'absence de chrono. Enfin, 26 bornes. Alors, on en a, mais en effet, on pourra l'évoquer un peu plus tard. En effet, on a un contre-la-montre par équipe qui fait son retour, même si c'est seulement, entre guillemets, 19 km. Et on a un contre-la-montre individuel qui, encore une fois, n'est pas tout plat, qui fait 26 km sur la 16e étape. Anselme, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de ce parcours? Est-ce qu'il te plaît, est-ce qu'il te plaît pas déjà? Dans l'ensemble, je suis pas emballé. Mon premier ressenti a été bof. Il y a des trucs chouettes, il y a 2-3 étapes qui sont pas mal. Assez d'accord avec Geoffrey sur le fait qu'on a quand même une tendance ces dernières années sur les parcours et que il y a quand même ça se ressemble. Après, il y a quand même, il y a pas mal de choses à dire, mais une sorte à une époque, le grimpeur n'était pas forcément le coureur qui gagnait beaucoup. Maintenant, la montagne est reine et c'est un peu les autres mangent les restes. Donc, c'est dommage. Mais on verra ça plus en détail, je pense. Pour finir un peu le tour de table, toi, Johan, globalement, ce Tour de France, ce parcours de Tour de France, en tout cas, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime bien. Je trouve que ça. Il y a les défauts habituels, on va reparler sans doute, mais il y a beaucoup de choses que j'aime bien, il y a beaucoup d'étapes que je trouve intéressantes, et je trouve que ça varie pas mal par rapport aux dernières années où c'était très figé par exemple, le côté étape de montagne, il y avait 50 bandes de plaine, tu commençais l'école et puis tu avais une arrivée au sommet, c'était très standard. Là, je trouve que c'est débridé, ça change de partout, c'est jamais très figé dans les schémas d'étapes. Il y a plein d'étapes que j'ai envie de voir où je me dis ça va être chouette pour la victoire d'étape ou même entre les favoris, ça peut se passer des trucs où ça peut péter au bout de 20 bornes et puis ça peut partir. Moi j'aime bien. Ah ben voilà, un peu de positif, ça fait du bien quand même. On va être un peu positif pour une fois. Alors Yann, tu parles d'une certaine variété dans le parcours. Geoffrey, Anselme, vous aviez plutôt insisté sur l'aspect répétitif qu'on peut trouver dans ce parcours. Qu'est-ce qui, pour vous, fait cet aspect un peu copier-coller par rapport au Tour de France précédent notamment? Le fait que ça se termine avec 3 arrivées en altitude. Et c'est dommage parce que sur les arrivées en altitude, il y a des choses qui sont différentes dans ce qui est proposé cette année. Les angles, où c'est pas... c'est de l'arrivée en altitude assez haut, mais c'est presque un final plus pour puncher. Gavarnie, où ça nécessite du mouvement de plus loin avec le Tourmalet. Mais les retournements de situation avec des attaques de très loin, c'est ce qu'on attend plus en 3e semaine que juste en première. Mais l'enchaînement de Solaison, la double étape de l'Alpe d'Huez. Et Orsières-Merlette au milieu. Mais voilà, pourquoi mettre Orsières-Merlette comme ça entre les deux? Si le but c'était d'avoir une étape pour baroudeur, ça peut se faire sans Orsières-Merlette. Le ressenti que j'ai sur les 18e et 19e étapes, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu épurer totalement le contenu de ces étapes-là pour pas avoir un tour trop dur, surtout jusqu'ils proposent en 20e étape, mais... Oui. Voilà quoi, dans le ressenti, si on avait à comparer aux dernières années, c'est le même point, quoi, le dernier tiers de course, il donne pas envie. C'est vrai qu'il y a notamment cet enchaînement final, 18e étape Orsières-Merlette, on arrive au sommet, 19e étape d'Alpe d'Huez par les 21 virages, et la 20e étape... qui fait un sacré parcours, Croix de Fer, Galibier et Col de Sarenne, puis petite remontée pour l'Alpe d'Huez. Donc du costaud quand même. Par rapport à la trame générale de ce parcours et aussi par rapport à la place de la montagne qui forcément joue un rôle prépondérant dans la lutte pour le classement général, j'ai vu Christian Prudhomme qui parlait d'un parcours fait pour monter crescendo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat déjà? Est-ce que vous faites le même constat en regardant ce parcours? Ça monte crescendo pendant 2 semaines. Mais à partir du moment où tu claques Salève et Solaison, si tu veux continuer le crescendo c'est l'étape de l'Alpe d'Huez, mais donc faut enlever les étapes 18 et 19. Parce que si 6e étape, ça passe au Tourmalet, le crescendo, il est quand même pentu. Hein.
Ouais, mais tu termines derrière avec un long faux plat. Oui, Ouais, alors, le Tourmalet, faut je veux dire, on est sur de la haute montagne, Ouais, col du ouais. Tour de France, on va quand même qui rappeler arrive que en, on va quand en même première rappeler semaine. que la montée vers Gavarnie-Gèdre, c'est 18,7 km à 3,7%. C'est pas les pourcentages de l'année, hein. Oui, enfin bon, ça reste quand même une étape de haute montagne en sixième, Bien sûr, en non, bien fin de sûr. première semaine. Ah, il y a clairement un monde dans lequel Pogacar fait tout péter dans le Tourmalet et il gagne cette étape-là avec 4 minutes d'avance, hein. Mhm. Donc derrière, le crescendo, il est sympa. Oui, oui, il est capable de Ah, tout. On l'avait vu Après, peut-être que si ça 2023. se passe comme ça, l'année prochaine, en 2027, ils feront un autre parcours un peu plus sympa. Ok. C'est vrai que en regardant tout ça, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est l'impression, je sais pas si vous avez la même, l'impression que c'est un parcours type Giro. Dans le sens où le Giro, on a l'habitude de voir où justement ça monte crescendo, notamment la dernière étape avant, notamment la 20e étape est toujours extrêmement difficile et quasi 3 fois sur 4 c'est l'étape reine. On n'a pas de bloc de montagne, puisque là on n'a pas de bloc à part le bloc final dans les Alpes. C'est un peu l'impression que j'en ai et qui fait que du coup c'est à la fois peut-être un peu atypique aussi pour un Tour de France. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, remarquez aussi peut-être? Je vois ce que tu veux dire, notamment l'étape des Angles, c'est typiquement une étape de début de Giro, avec une arrivée en petit peloton et puis ou alors une échappée qui va chercher le maillot rose. C'est Mais ça, et les étapes de première semaine où il y a des trucs un peu punchy, où l'idée c'est que, de toute façon, les grimpeurs vont laisser filer une échappée avec 12 minutes à un moment, donc tu as un baroudeur qui va prendre la tête du classement et ça va varier après et ça va se replacer petit à petit. Tu mets des chronos plus plats et c'est vraiment un Giro. il y a des C'est étapes vrai. de sprinter pour Tu vois, plus plates aussi. Tu vois, quand, au Giro, Barcelone, ça aurait été une étape pour sprinter. Mais oui, c'est vrai qu'il y a ce côté où jusqu'à l'arrivée dans les Vosges, on est sur un parcours qui va être ouvert et l'idée un peu de dire aux baroudeurs, allez-y quoi. Mais et plus à dire les coureurs du classement général, bon, attendez, la dernière semaine elle est pour vous et jusque là restez un peu tapis dans l'ombre. C'est peut-être un peu ça quoi. ouais, enfin, vu l'étape du Tourmalet, ils vont pas rester planqués longtemps, hein. Oui. Il faut bien qu'il y ait un petit peu de montagne quand même. Il faut bien que les Pyrénées soient pas non plus catastrophiques. Ah non, mais et au contraire, et même l'étape pour Gavarnie, je la trouve très bien. Mais enfin, le problème, c'est cette dernière semaine, quoi. C'est toutes les étapes de montagne se terminent en altitude. Et encore, à la limite, j'ai envie de dire presque, pourquoi pas? Parce qu'il y a des schémas qui sont variés. Avec une où il y a rien et puis ça finit en montée, une où il y a des petits cols dès le début pour former une échappée différente, une vraie taponnée sur la fin. Mais sachant que tu as déjà l'étape de Solaison qui est vraiment dure avant, mais si on enchaîne tout ça, sachant qu'on a déjà un début qui est pas mal costaud parce que tu pars de Catalogne et que du coup tu te prends les Pyrénées entrées, on n'est peut-être pas obligé de rajouter une étape hyper dure dans le Massif central, enfin un peu dure dans le Massif central, elle aurait pu être pire, et le gros morceau de... Comment dire? Dans les Vosges. Oui, parce que l'étape vosgienne, elle est pas mal aussi. Hein. C'est Grand Ballon, Col du Page, Ballon d'Alsace, Col du Hunsdruck et Col du Hag pour l'arrivée au Markstein. C'est quand même assez corsé. Puis bon, le Col du Hag, ça va être un sacré morceau, sacrée découverte également. Quoi. Ouais, donc 30 bornes, quoi, pour avoir une vraie distance de course. Oui, ça Ah, je sais en scène que c'est pour quelque chose qui te chagrine un peu. Le fait que le coup, moi, je serais moins critique sur les étapes de montagne courtes parce qu'on a d'autres étapes de montagne qui ont plus de distance. Euh, donc Ouais, ça va à peu près. Même si ça reste sur les problématique. deux, sur celle du Markstein et celle de l'Alpe d'Huez Sparserrein, il y en a une qui aurait pu faire, qu'on approche des 6 heures de course, quoi. Là, et puis pareil, cette année, l'étape maximale, c'est 205 km, quelque chose comme ça. l'étape de Sarenne, ça va ça va faire un bon moment sur le vélo quand même, je pense. Hein. Sauf si on a un Pogacar à réaction, évidemment. Mais Ah, tu vois, je serais curieux de savoir, mais quoi, ouais, mais ouais, ils mettront pas 6 heures. Enfin, peut-être le groupe Eto, mais ah, nous, on peut mettre autant de temps qu'on veut, y a pas de souci. Hein.
Non, mais... Tu m'as compris. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, non mais... Les coureurs qui se battront pour finir dans les délais, évidemment. par contre, celle-là, pour eux, ça va être dur. Le croix de fer Galibier... Là, ça va pas être évident. Ça, c'est sûr. On a quand même 2 étapes de plus de 190 km. Hein. Ouh là là. ça rigole pas. Hein. Ah oui, c'est vrai que les Angles fait 196. C'est vrai. J'avais vu que l'étape de Belfort qui fait 205. Non, mais c'est au point, c'est ça, en fait, la marque des 200, on se dit, mais il y en a de moins en moins, mais maintenant, même les étapes de 185 km, ça devient rare. Oui. Enfin, de plus de 185. Oui, c'est... Parce que si on regarde le kilométrage, en tout cas, des étapes de montagne, on a les Angles 196, Gavarnie 186, le Lioran 167, le Markstein 155, Solaison 184, Orsières-Merlette 185, l'Alpe d'Huez première à 128, la deuxième 171. Donc en effet les Angles et la première Alpe d'Huez qui sortent un peu du lot, sinon c'est autour de 180-170 km. Alors après aussi par rapport à tout ce parcours, bon alors on récupère Johan qu'on a perdu sur les questions précédentes, mais justement je vais te lancer là-dessus. Quelle course peut donner ce parcours dans l'ensemble, Johan, selon toi? Bah, je trouve que ça a plusieurs qualités dans le sens où, si tu regardes, les étapes sont pas très décisives pendant une bonne partie du parcours. L'étape la plus décisive, c'est l'étape de Gavarnie, mais en soi, le col est loin de l'arrivée, ce qui va pas empêcher Pogacar ou autre d'attaquer. Mais donc ça laisse le côté où ça décante pas à course tout de suite, mais en même temps c'est très dynamique. Et t'as le dernier week-end qui est très décisif, mais en soi où ça va pas forcément être même s'il y a des écarts, il peut se passer des choses, et même s'il n'y a pas d'écart, en fait, il va se passer des choses. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien réparti. Le milieu est un peu mou et un peu pas très forcément intéressant, mais je trouve que la première semaine marche bien, la dernière semaine marche bien. Il y a toujours de la place pour que le peloton fasse la course, ou qu'il y ait des coureurs qui aillent jouer la victoire. Donc moi, je trouve que ça se perd jamais trop d'un bout à l'autre. Donc une course ouverte sans être attentiste comme on pourrait l'imaginer sur un parcours qui vise à chercher crescendo. Bah alors ça, c'est aussi un des défauts des parcours des dernières années, mais il y a de la montagne tout le temps, partout, ça passe des cols dans tous les sens, donc forcément tu peux pas être trop attentiste. Au bout d'un moment, quand tu passes le Tourmalet ou de 6 jours, donc tu n'es pas attentiste, hein, forcément. C'est vrai. Mais ça dose plus que on met des énormes étapes de montagne le 4e jour, et puis déjà regarde Pogacar se fout des piges dans les Pyrénées, à foutre tout le monde à 10 minutes, donc ce sera peut-être le cas, mais je trouve que c'est plus dosé que ce qu'on a pu avoir il y a quelques années, ou que ce qu'on a pu avoir par exemple l'an dernier, où c'est la montagne arrivée plus tard, mais ce qui était bien aussi, hein, pour le coup. Est-ce que du coup sur le papier on peut se dire que notamment la première semaine avec les Angles, avec l'étape de Foix et peut-être même encore l'étape de Gavarnie peut permettre de voir un coureur échapper, prendre le maillot jaune et essayer de l'emmener le plus loin possible, comme on a eu Ben Healy cette année. Moi ce parcours il me fait légèrement penser un petit peu à 2009 où on avait eu ça avec Rinaldo Nocentini, même si les Pyrénées étaient beaucoup plus atroces que là cette année. Mais est-ce que du coup c'est un scénario qui te semble convenir à ce type de parcours? C'est un scénario qui laisse la place largement à ça, en tout cas. Je sais pas si ça va être tant le cas, parce que je trouve que les étapes sont contrôlables. L'étape de Foix se fait très étape de sprint réduit. Probablement que l'étape de Barcelone, deuxième étape, s'il sera peloton réduit ou autre chose comme ça. Il y a une vraie possibilité d'avoir d'enchaînement d'étapes où ça sprint à 40, 50 et que ça se joue dans le peloton avec un cours du peloton. Mais après, en tout cas, les échappés ils peuvent se dire bah oui, ça vaut le coup d'attaquer et puis il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Toi Geoffrey, tu t'attends à quoi en voyant ce parcours? Parce que forcément là on est juste à voir le parcours. La course c'est l'été prochain, il est compliqué d'anticiper, mais ça peut laisser présager quel type de course selon toi? Sur certaines étapes, je crains un scénario un peu caricatural, même s'il y a des variations par rapport à ce qu'il y avait. Les étapes pour sprinters sont très peu nombreuses et il faudra voir le détail des étapes, mais ça laisse présumer des finaux où c'est facile de gérer pour un peloton.
Et les sprinters ont très peu d'occasions, donc je les vois mal les lâcher. Certaines courses sont un peu plus ouvertes. Après, sur le début de course, je pense que l'étape de Barcelone est très orientée puncher. L'étape 2 fois est, contrairement à Yann, je la trouve très orientée baroudeur. Je vois bien un groupe prendre un peu d'avance et aller au bout. Pareil, celle du sel, je la vois bien orientée baroudeur. Je vois pas un peloton, même réduit, tenir là ici. Cela dit, les étapes qui sont orientées baroudeur promettent d'être très intéressantes, et ces dernières années, c'était de toute façon les meilleures étapes, les plus intéressantes à suivre. C'était jamais la montagne, c'était toujours les étapes. Donc c'est peut-être ça que t'aimes dans les 2 premières semaines? Ouais, mais du coup, c'est dommage de pas aussi avoir ça en troisième semaine, parce que après la montagne, avoir des trucs un peu plus ouverts, ça aurait été bien. Et quand on voit la construction du parcours avec l'étape du Markstein et de Solaison sur l'avant-dernier week-end, enfin, je reviens à même point, c'est pourquoi Arcière Merlette là? Ouais. Et donc du coup, on est peut-être quoi à se dire que jusqu'à Belfort, ça va être ouvert, va y avoir des belles possibilités pour les échapper, et à partir de la 14e étape, l'étape qui arrive au Markstein, là ça va être 100% leader du général. Bah, pas forcément, parce que si on a un Pogacar qui est comme cette année et à qui on lui dit non, gagne pas trop, et du coup il boude, et t'as les grimpeurs qui gagnent en échappée. En plus, s'il doit attendre les Alpes pour faire quelque chose, là, le pauvre. Non, mais entre le chrono d'ouverture, l'étape, enfin les 2 étapes de Barcelone, du coup, et ce qu'il y a derrière, quitte à ce qu'on se retape une nouvelle année de domination de Pogacar, je reste sur le même point que l'année dernière, ou voire même presque il y a 2 ans. Ou chaque année. Non, mais encore plus là, vu la domination qu'il fait, enfin qu'il a sur le cyclisme en général, et l'emprise qu'il a là-dessus, qu'il assume sa domination et qu'il dise je me mets à 100% sur le tour, mais voilà, le record est à 8 étapes, je vais en gagner 9. Ah. Johan, t'y crois ou pas? Attends, faut que je compte. 2, 3, 4. 9, je sais pas, je suis pas sûr, mais. Barcelone, ça Ouais, fait 10, ils 2. vont gagner 10. S'ils roulent à Non, c'est fond avec les Paris. angles, c'est faisable. Gavarni, s'il roule à fond et qu'il attaque, qu'il part de loin dans le Tourmalet, c'est faisable. Le Markstein, Lyon, Solaison, Orsières Merlette, les 2 de Le- l'Alpe d'Huez. Le Je compte Lioran. même pas le chrono. Je compte pas le chrono et le Lyon, il peut Lioran, où gagner, le c'est chrono, il peut-être peut plus gagner, il peut gagner à difficilement. Paris. Non, il va J'ai- aller gagner 15 étapes et hop. Du coup, Anselme, alors, je m'étais préparé une question. Est-ce que ce parcours, il est bon pour Pogacar? Il est au contraire peut-être pas bon parce que ça joue sur le fait d'attendre la fin de course alors qu'on sait qu'il aime bien faire tout péter le plus tôt possible. Bon, j'ai l'impression de t'entendre dire qu'au final, il peut gagner partout, peu importe le parcours. Bon, c'est pas peu importe le parcours, c'est que on sait que il y a des étapes suffisamment dures en début de tour pour qu'il puisse jouer la gagne, hein. Rien que Barcelone le 2e jour, si ça arrive groupé sur une arrivée difficile comme ça, il a toutes ses chances, hein. Non, si vraiment on veut lui mettre un tour ou qui mette sa patience à rude épreuve, faut lui remettre un tour des années 2000 avec une première étape de montagne au bout de 15 jours et puis une arrivée en descente en plus. Un bon tour à la pêcheuse, ça lui fera du bien. Ah bah ça Mais, changera un peu. ouais. C'est vrai que pour le coup, alors, comme ce parcours m'avait fait penser à 2009, j'ai voulu aller revoir comment c'était 2009. Bon, certes, on avait beaucoup moins d'arrivées au sommet, parce qu'on avait, Ouais, on avait Andorre Arcalis, Verbier et le Mont Ventoux. Par contre, le reste était quand même beaucoup plus sage, hein. Il y avait pas d'étape intermédiaire, c'était tout plat ou de la montagne, mais donc et beaucoup plus de plat, hein. Pour ça que Cavendish pouvait en gagner 6 au sprint sans tout gagner. Sachant que Cavendish, cette année-là, gagne une étape où on n'était pas sûr qu'il passe l'école. Il y avait Oui, un petit col. l'étape de Bena, ouais. Fameuse étape de Bena où on a attaque de Laurent Lefebvre et Alessandro Ballan. Je me suis rappelé ça en regardant, en regardant les étapes. C'est la champion du monde, Balan. Oui. Ça doit être un des seuls moments où on le voit avec son maillot, non? Je me rappelle qu'il fait une saison dégueulasse et on le voit attaquer, ouais. On en parle. Bah, en tout cas, je sais pas si on verra beaucoup plus le maillot de champion du monde sur le Tour de France l'an prochain. Ouais, mais tu vois, vu qu'il y a tellement d'étapes de montagne et pas d'étapes de sprint, on peut pas avoir des finaux comme ça un peu loufoques. Ah ouais.
Ça, ouais, je sais pas ce que ça donnerait l'équivalent 2025-2026 d'une attaque Laurent Lefebvre, Alessandro Ballan, mais Un gars total et puis un champion en décrépitude. Euh, bon, bref, Voilà. revenons à notre. Quand même, juste pour préciser, Laurent Lefebvre, il est né à Maubeuge. Voilà, c'est tout. Voilà, bon, je pense qu'on pourra pas faire mieux. Écoutez, on fait une digression intra-podcast cette fois-ci, c'est magnifique. Revenons à notre parcours du Tour de France 2026, parce que c'est bien Tour de France 2026 dont on parle. Johan, pour finir un peu sur tout l'aspect global général et un peu la montagne aussi, comme on n'avait pas pu trop t'entendre quand on commençait à rentrer un peu dans le vif du sujet, j'avais fait une comparaison en disant ce tour ressemble un peu à un Giro. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu peux être d'accord ou pas à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu dirais de ce tour de la montagne? C'est pas complètement faux dans le côté, t'as une grosse étape de montagne, enfin une grosse, le 15e jour et après c'est très sur la dernière semaine et très sur toute la fin où t'as l'étape décisive, elle est en étape 20 et c'est la grosse étape monstrueuse. Ce côté-là, après je trouve que c'est pas équilibré comme un Giro serait équilibré, dans le sens où c'est un petit peu équilibré. Euh, euh, Donc c'est un peu plus réparti, c'est un peu plus dosé d'un bout à l'autre. Après, c'est plus axé sur le côté très étape vallonnée, baroudeur. Un Giro, je trouvais plus vraiment, tu mets soit une grosse arrivée au sommet, soit vraiment étape complètement baroudeur où le leader, enfin, rien à jouer spécial. Et de temps en temps, tu as une étape un peu qui change, quoi. Là, c'est un peu plus, il y a toujours un petit truc un petit peu pour les leaders qui vont pouvoir essayer de jouer ou faire quelque chose qui change un petit peu, je trouve. Ça reste très français, les étapes du Tour de France, les massifs du Tour de France, et je trouve que ça, le ressenti pas. Non, mais ça joue pas exactement Paris où le Giro, forcément, t'as le côté, si tu montes au nord, t'arrives dans les Alpes, en fait, ça fait pas du tout le même ressenti. Oui, bien sûr, mais c'est un peu le côté au style Giro en gardant les codes du Tour de France, en schématisant grossièrement. Ça peut, après, un Giro aurait un kilométrage de contre-la-montre un petit peu plus décent. Voilà, mais... Et puis ça manque de vignes sur le chrono de Thonon un petit peu pour faire un parcours de Giro. C'est une sorte de Giro mais sans le côté romantique. C'est un Giro dont on verra correctement toute la course, en effet. Oui, donc sans le côté romantique. Oui, mais c'est ça. Quand t'es adolescent, tu préfères le Giro c'est trop bien, machin et tout. Puis quand tu deviens vieux, tu fais ah non, comme le Tour de France. Bon, pour finir un peu là-dessus, bon, j'ai envie de dire que personnellement, pour vous donner mon avis aussi, je me mettrais un peu plus côté Johan à entre guillemets défendre un peu ce parcours, mais j'aurais un argumentaire différent dans le sens où je me dis que ok, ce parcours assume d'être différent des précédents Tours de France, assume d'attendre surtout la fin de tour et donc d'être ouvert jusque là. Je suis pas forcément particulièrement fan personnellement de ce style-là, mais au moins c'est assumé et ça change. C'est ce que je me dis. Bah c'est radical quoi, le 20e jour tu mets la marmotte, 1500 mètres de dénivelé, si t'as un jour de moins bien ce jour-là tu perds 25 minutes. Oui, il faudra être très en forme sur le dernier samedi. Et là, voilà. Il faudra être en forme sur l'étape du tour, il faudra serrer les fesses. Ouais, les défaillances, juste pendant 19 jours ça pourrait aller, la 20e, ça y est, par contre ça va se payer très cher. Mais du coup, c'est dommage qu'il y ait quand même 2 arrivées en altitude les jours d'avant. Oui. La veille. Parce que tu mets une dernière semaine sans montagne, sans rien. Les mecs, ils ont pas monté un col depuis une semaine et tu balances cette horreur-là dans la foulée. Alors ça va être quelque chose. Surtout qu'en plus, cette horreur, c'est aussi le col de Sarenne, qu'on va emprunter dans le sens de la montée pour la première fois sur le Tour de France. Ça aussi, est-ce que ça vous titille de voir ça peut-être même plus intéressant d'avoir le col de Sarenne plutôt que les traditionnels 21 virages dans cette étape-là? Bah, quitte à rendre le truc parfaitement intéressant, après l'enchaînement Croix de Fer et Galibier, j'aurais préféré arriver aux 2 Alpes. Pour avoir moins de descente du Galibier? Pour avoir une portion un peu plus courte et donner encore plus d'importance au Galibier.
Après, est-ce que ça change grand-chose? Soit t'attaques dans le gibier, soit t'attaques pas, mais ça revient un peu à la même chose après, hein. Oui, parce qu'il y a un côté, soit ça va pousser à l'attaque, soit ça va pousser à fatiguer les organismes. Bah, j'espère que ce sera pas juste entre Visma et UAE où ça va y aller au concours de quéquette et celui qui a la plus grosse et celui qui sait mettre le plus gros train Il y a dans Visma l'école avant qu'il se passe plus rien sur la fin, quoi. Et qu'il y en ait un des deux qui se retrouve à partir devant sans même avoir à attaquer. Il y a la Visma qui va regarder le replay du tour 97 et qui va se dire attends, le glandon, vas-y, on y va plein pot dès le pied. Ah, peut-être qu'on les verra mettre en place des stratégies. Pas toujours le cas, mais je sais pas s'ils refont un coup de la Madeleine, pourquoi pas. On verra ça. Par rapport à la montagne, est-ce que il y a autre chose dont on n'a pas forcément parlé que vous voudriez évoquer, ou on passe au petit point du contre-la-montre aussi? Bah, le côté, il y a des étapes qui démarrent par un col, je trouve ça change et c'est intéressant, et notamment pour l'étape de la veille, la La 19e. première Alpe d'Huez, ouais. La première Alpe d'Huez, je trouve justement que ça fait un tracé qui pour moi marche bien. J'adore le col Bayard en début d'étape. Pour moi, c'est un truc qui n'est pas fait assez souvent. L'enchaînement début d'étape, c'est très propice à faire exploser un peloton, qu'il se passe quelque chose, et après, c'est pas très très long pour aller jusqu'à l'Alpe d'Huez. Ouais, parce que l'étape fait 128 km et 128 sur les 25 premières bornes, on a le col Bayard et le col du Noyer. C'est costaud. Pour moi, la même étape qui ferait 160 km arriver à l'Alpe d'Huez, elle serait complètement ratée. Là, je me dis qu'il y a moyen qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait des mouvements qui ne soient pas forcément gênés par l'étape du lendemain, qu'il puisse quand même se passer des choses. Donc, moi, je suis pas gêné par cette étape-là. Après, oui, le Solaison, bon, enfin, c'est pas forcément hyper pertinent et ça aurait pu être fait différemment en deuxième semaine, peut-être en évitant complètement les Vosges, par exemple, qui ne sert pas grand-chose. Mais en tout cas, je trouve pas que ce soit gênant qu'il n'y ait pas la rupture étape de plaine complet comme Geoffrey voudrait. Et que ce dernier, ce doublette Alpe d'Huez, pour le coup, je trouve qu'elle a été plutôt bien fait, intelligemment fait. Mon problème sur la dernière semaine, c'est pas spécialement l'étape de l'Alpe d'Huez. Enfin, la première Alpe d'Huez, c'est plus celle de Voiron-Orsières-Merlette. Bah, Orsières-Merlette, moi je l'aime bien sur le côté lutte pour baroudeur. Je trouve que le côté arriver au sommet pas très dur et devant t'as une très longue approche vallonnée, ça peut être super intéressant sur la lutte dans l'échappée, tout ça, mais oui, après, c'est bon. C'est pas forcément. Ouais, mais quitte à avoir un truc pour baroudeur dans ce coin-là, l'arrivée en altitude était peut-être pas nécessaire. Bah, je pense que c'est plus intéressant sur le côté des coureurs peuvent se faire piéger, ou d'autres non, enfin, mais après, dans l'équilibre, je pense que d'arriver sur le plat, ça aurait été mieux, mais. Bon, bah en tout cas, ça laisse pas indifférent, il y a différents avis, c'est ça qui est intéressant. Et puis, ceux qui nous écoutent pourront noter que pour une fois, on n'est pas attiré à boulet rouge sur le parcours. Donc, donc déjà quelque chose de bien. Non mais. Mais après avoir fait des trucs très moches, ils font un truc un peu moche. Alors du coup, on se dit ah c'est mieux. Il faut noter le positif, Geoffrey, s'il te plaît. Non, et puis il y a vraiment des étapes, qui sont intéressantes parce que ça Oui. propose des trucs un peu différents. Maintenant, ça assume pas, je trouve, de changer complètement de paradigme d'un seul coup. Et ce qui est dommage parce que ce qui peut, enfin, ce que je pense dans la conception des parcours, c'est que ce qui est le plus à même de mettre à mal les coureurs, c'est de leur proposer des choses de différentes. Et ça aurait pu y aller complètement à fond là cette année. On a quand même un petit changement, on peut le noter. Même si en effet, on peut toujours pousser plus loin. On peut se dire, je sais pas, par exemple, il y aurait jamais 2 étapes de montagne consécutives, aucune étape de montagne avant la 15e, j'en sais rien, on peut imaginer des tas de trucs très différents. Mais il y a plein de trucs qui pourraient changer complètement, mais bon. Pas de monter à plus de 5% de moyenne. Si on revient à notre parcours du Tour de France, on va quand même évoquer le contre-la-montre, puisque forcément ça joue un rôle dans la lutte pour le classement général, mais la question c'est toujours quel rôle va jouer le contre-la-montre, quelle va être l'importance dans la bagarre pour le maillot jaune. On a donc un contre-la-montre par équipe
à temps individuel sur la première étape de 19 km dans les rues de Barcelone, et en début de dernière semaine, un contre-la-montre individuel, bon, à temps individuel, là forcément ça coule de source, entre Évian et Thonon, qui fait 26 km. On n'est pas sur des longueurs de contre-la-montre qui sont faramineuses, même si on a un petit peu l'habitude ces derniers temps. Est-ce que pour vous, la longueur de ces contre-la-montre fait que ça peut être suffisant pour avoir justement suffisamment d'influence dans la lutte pour le classement général? Non. Bon, t'es radical, alors ça va. Ouais. Puis en plus, il y a une côte dans les deux sont difficiles. Oui, parce que le premier, le chrono par équipe, finit à Montjuïc, et Ouais, puis le contre-la-montre de Thonon, il y a, ça commence par 10 km à 4%. chrono par équipe, entre guillemets, hein, parce que c'est pareil. Vous faites les difficile d'appeler ça. 99 ans des étapes à départ séparés. Ouais. Non, mais c'est pareil, le contre-la-montre par équipe. Et justement, tout l'intérêt du truc, c'est d'arriver à rester ensemble, de créer, l'homogénéité de l'équipe. Et là, on a un machin où ils finissent à la queue leu avec 30 mètres d'écart à chaque fois. Ça... Avec Montjuïc, ce sera plus que ça. Hein. Oui, en plus. Oui. Enfin, il n'y a rien qu'à voir. Je sais plus en quelle année les BMC, je sais plus où Froome 2015. avec 2015, c'est ça. BMC gagne parce que Froome met ses équipiers à mal dans la bosse. Ah, c'est là tout l'intérêt d'un chrono par équipe. Là aujourd'hui, du coup, les mecs c'est pleine balle dans la bosse et puis tant pis si les autres pètent. C'est vrai que par rapport à ça, j'ai vu que Christian Prudhomme, lui, expliquait ça par le fait qu'il aime pas le contre-la-montre par équipe, dans le sens où pour lui, les temps doivent toujours être pris individuellement, et que justement, c'est cette formule du contre-la-montre par équipe, on prend les temps individuellement, qui lui permet de remettre en avant les contre-la-montre par équipe. Vous, au contraire, c'est ce que vous n'aimez pas dans la formule ASO des chronos par équipe? Ah, c'est juste plus un chrono par équipe. Enfin, je sais pas comment ils ont pondu ce truc, mais Geoffrey? Je suis pas contre cette formule-là, même si effectivement le chrono par équipe traditionnel avec un final en boss, ça rajoute un petit peu plus sur le fait de cohésion d'équipe et sur le fait d'arriver suffisamment ensemble. J'aurais plus un problème sur le fait que la distance c'est très courte, mais bon, pour un chrono inaugural, c'est pas trop gênant. C'est même presque un peu trop gênant parce que pour un chrono inaugural, c'est presque un peu nul quand c'est 15-20 bornes, c'est entre deux, parce que ça fait des écarts suffisants pour que ça empêche qu'il y ait des bagarres au maillot jaune par la suite. Cela dit, c'est moins le cas cette année vu les étapes qui suivent. Ouais. Dans l'ensemble, ils sont trop courts pour avoir un réel impact énorme sur la suite. Mais non, la forme, à départ, c'est pareil. Mais par contre, ce que je trouve nul avec cette entre guillemets nouvelle forme de chrono par équipe, c'est qu'on continue de faire gagner toute l'équipe alors que c'est un mec tout seul qui gagne du coup. C'est vrai. Si tu mets les temps individuels, celui qui s'est acharné sur les 15 premiers kilomètres, sur le plat, qui va rouler à fond, qui se relève des Montjuïc, pourquoi on le met gagnant? Ouais, mais c'est pareil sur un chrono par équipe classique. Tu as souvent la stratégie de lui, il va être à bloc sur. Ouais, mais la à ce première partie compte-là, du parcours, quand tu as une étape pour sprinter, par exemple, le poisson pilote, il monte jamais sur le podium après, alors que le sprinter, il peut lui valoir beaucoup. Tous les équipiers, ils se cassent le cul à préserver leur grimpeur avant une montée finale, et il n'y a que le mec qui gagne. Ouais. Pourquoi à partir du moment où on individualise totalement le classement, il y aurait toute l'équipe qui est censée gagner? L'exercice, ça reste de savoir gérer son équipe pour protéger au maximum du vent, même si c'est un cours tout seul à la fin. Enfin, C'est ça sur une course en ligne aussi. ouais, ça c'est pareil dans des dépend, bordures pas ou des trucs forcément. comme ça. Sur une course en ligne, tu peux avoir un mec qui est tout seul, son équipe complètement aux fraises, et puis qui gagne l'étape. Hein, c'est pas... Ouais, enfin là, un mec qui est un gros rouleur qui passe bien les bosses, qui se met à fond, il peut se retrouver à presque tracter du début à la fin, quoi. Enfin, Toi, Johan, sinon, les contre-la-montre dans l'ensemble, est-ce qu'ils te semblent anecdotiques ou pas? Pour essayer de oui. reprendre un petit peu ce Le qu'en fil, disait oui. Anselme et Geoffrey. Plutôt, le contre-la-montre de Montjuïc, c'est quand même très court. Ça fera pas énormément d'écart. Le contre-la-montre de Thonon est très court. Il fera pas forcément des écarts fous. Et en tout cas, entre les principaux gros leaders, ça fera pas forcément des écarts très pertinents.
En tout cas, beaucoup moins que les étapes de montagne après. C'est pas équilibré par rapport au reste, donc en soi, ça va être. Le contre-la-montre de Thonon, ça peut être le moment peut-être le plus sympa à voir si jamais Pogacar écrase encore la course, parce que c'est quand même le moment où on est un peu moins certain de est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il va être battu, qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est pas forcément quelque chose qui va impacter la course de manière radicale, quoi. Bon, on verra. En tout cas, ces dernières années, ça n'avait pas non plus forcément été le cas. Et on est plus ou moins dans la même lignée. Ça se joue surtout si on sur met la des chronos d'une demi-heure, malheureusement. Et que Pogacar peut mettre 2 minutes en une demi-heure sur une étape de montagne. C'est ça. Et il y a presque le souci aussi qu'il soit positionné à cet endroit-là, parce que la hiérarchie en troisième semaine va énormément jouer sur la récupération, et parmi les rouleurs grimpeurs, on va dire, ceux qui sont en forme à ce moment-là de la course, c'est ceux qu'on aura vu costaud les jours précédents, qu'on va revoir après. Oui. Donc, J'aurais bien pris une étape pour baroudeur à ce moment-là, ou pour sprinter, et mettre l'étape entre Périgueux et Bergerac, et d'avoir par exemple celle-là qui met un vrai long chrono. Oui, parce que pour le coup, entre Périgueux et Bergerac, on a vu en 2014 qui faisait 47 km, je crois. Donc on sait plus ou moins quelle distance ça fait. Et ça avait été assez sympa. Bon, en tout cas, c'est pas le cas. On a une étape 100% Dordogne, mais à nouveau une étape en ligne. Bon, pour revenir sur quelque chose qui, il me semble, vous plaît plutôt dans ce parcours du Tour de France, c'est les étapes pour baroudeurs. Est-ce qu'on peut dire que globalement, il y a de belles, voire de très belles ouvertures pour les baroudeurs ? Il y en a des belles et avec des parcours un peu différents. Donc ça promet des choses intéressantes à suivre, avec pas nécessairement les mêmes coureurs, pas nécessairement les mêmes équipes qui vont se porter à l'avant, et des manières différentes de concevoir les échappées. Même dans les étapes de montagne, même si elles sont pas orientées pour eux, on sait que parfois les grimpeurs laissent filer. Ça promet des bagarres différentes et variées, et ça c'est cool. Johan, est-ce que c'est quelque chose aussi qui te plaît, la possibilité de voir des baroudeurs se mettre pas mal de fois en action, et aussi sur des terrains différents peut-être ? C'est quelque chose qui me plaît et c'est forcément quelque chose qu'on recherche beaucoup dans les parcours actuellement parce qu'on n'est pas sûr que le général ça va avoir le moindre intérêt. Donc on essaie toujours de savoir si est-ce que ça peut être des courses dynamiques ou des courses qui individuellement peuvent être intéressantes. Et comme l'a dit Geoffrey, on n'est pas jamais trop sûr du scénario qu'il va pouvoir y avoir. Là où des fois c'est très stéréotypé dans le genre d'étape, et on se dit ok, ça va batailler à ce moment-là, il va se passer ça. Là, on n'est jamais très sûr de si une étape va se jouer dans le peloton, si les coureurs vont s'emparer et vouloir dynamiser la course, ou s'ils vont attendre l'étape suivante, ou si ça va attaquer, ça va partir très vite, ou si ça va partir au bout de 100 bornes. Et c'est toujours assez propice à ce qu'il se passe des choses, même si ça attaque de très tôt ou très loin. Donc c'est plutôt intéressant. Et du coup, je vais te reposer la question que j'avais posée un peu plus tôt dans le podcast à Anselme et Geoffrey. Est-ce que, notamment sur cette première semaine, on peut voir un baroudeur prendre le maillot jaune et l'emmener un peu loin ? Alors loin, je pense pas, parce qu'à mon avis, les deux vont tout faire péter au Tourmalet et que ils vont mettre 15 minutes à tout le monde. Donc je pense que dès ce moment-là, ça sera fini. Après, d'un point de vue plus optimiste, les pelotons laissent plus autant de marge aux échappées actuellement. Donc ça dépend de quel type de coureur part dans les échappées. Si tu as tout de suite un très gros coureur qui part en échappée vers Foix, peut-être ça peut tenir, parce qu'en soi les étapes derrière sont pas forcément très décisives avant le Markstein. Donc ça pourrait tenir après une grosse semaine, effectivement, avec un Thomas Vauclair qui prendrait le maillot, ou je sais pas. Mais le problème, c'est que il y a des gros écarts actuellement qui sont faits rapidement dans les étapes de montagne en ce moment, donc je suis pas sûr. Oui, forcément, ça dépend des écarts qui ont été créés, et si au terme de l'étape de Gavarnie, les premiers baroudeurs ils sont à 10 minutes, ça va être compliqué d'aller chercher le maillot jaune. En effet.
Pour aborder un autre point, on a parlé de la montagne, on a parlé des contre-la-montre, des étapes pour baroudeurs. Avec ça, il va nous rester les étapes plutôt de plaine, les étapes pour sprinter. Euh, Anselme, je crois que au début de ce podcast, t'étais monté au créneau contre le fait qu'il n'y en avait pas assez, il me semble, pour toi. Bah ouais, tout à fait. Enfin, c'est Geoffrey, je crois qu'il l'a souligné tout à l'heure, où ça se plaignait que les étapes de sprinter, justement, c'était canassé comme pas possible. Bah oui, mais en même temps, il y en a tellement peu que ça n'a rien d'étonnant. Enfin, et puis après la 12e étape, il y en a plus. Il y a Voiron après la 12e étape, comme étape qui peut se finir au sprint. Spad quand même. C'est, T'auras facilement 2000-2500 mètres de dénivelé. pour moi, ce sera plus une étape de baroudeur que pour sprinter. Ça peut être ouvert, en tout cas, ça peut se finir au sprint comme ne pas se Oui, finir au sprint. Mais oui, c'est pas un sprint assuré non plus, ça, je suis d'accord. enfin, Je m'étais noté entre 5 et 7 sprints, je me suis mis un point d'interrogation sur Voiron et sur Paris, en effet. pareil pour moi, enfin, pareil, il n'y aura pas de sprint, hein. Ou alors, faut vraiment que ça roule tranquille, mais si sprint il y a, ce sera un truc de 25 coureurs, 30 coureurs. Il y a une chance sur deux pour que les temps ils soient gelés dans Montmartre. Enfin, c'est pareil, ouais, ils sont gentils avec Montmartre, avec leur foule et tout le bazar, mais voilà, hein, je ne suis pas un fervent défenseur de leur nouvelle version de Paris. Et non, ça manque d'une étape. En fait, ça manque d'une vraie remontée vers Paris. C'est celle où tu as des groupes d'une dizaine de coureurs qui sortent, enfin de 15-20 coureurs, et puis où ça bataille vraiment, où on a un doute. Là, si on avait sur les 2 premières semaines 6 étapes de sprint, bah, pourrait y en avoir une où les échappés vont au bout, puis t'en rajoutes une en plus une à Paris, t'as 7-8 étapes de sprint. Ah, tu te dis, il y en a peut-être 2 qui vont échapper au sprinter. Là, bah c'est sûr, ça, bah, et puis personne va aller dans l'échappée parce que à quoi bon? De toute façon, les étapes de plaine, là, le maillot à poids, déjà avec le barème, ça sert à rien. Mais en plus, vu qu'elles seront après des étapes où il y aura eu déjà des cols première ou hors catégorie, ah bah ça vaudra même pas le coup d'y aller. Donc, enfin, aucun intérêt. Après, ouais, le concept de remonter vers Paris avec du plat, c'est un peu les anciennes formules de Tour de France, mais c'est vrai que oui, les sprinters sur la fin de tour sont pas très gâtés. C'est vrai que ça m'avait fait rire un peu même de voir que c'est même un Valentin Paré-Peintre qui plaignait un peu les sprinters là, ce jeudi, qui disait je pense aux sprinters qui vont avoir du mal à se motiver sur la dernière semaine. Ah bah, enfin, ouais, passer l'étape de Chalon-sur-Saône. Franchement, les gars qui sont un peu justes ou qui sont plus en course pour le maillot vert, franchement, rentrez chez vous, hein. Johan, est-ce que tu partages le constat d'Anselme sur le fait que il y a peu d'étapes de plaine, peu d'étapes pour sprinter sur l'ensemble de ce Tour de France? Il y a trop peu d'étapes de plaine et c'est trop déséquilibré en faveur de la montagne, oui, ou même des étapes accidentées. Ils sont quand même laissé un peu de place sur les 2 premières semaines, c'est pas si mal à ce moment-là. Mais c'est pareil aussi le côté où le parcours manque un peu de respiration. Il y a des moments où, dernière semaine, ça manque un peu de remettre des grosses étapes de plat, histoire de complètement assumer le côté. Les sprinters vont quand même avoir leur place. Et on en revient au problème aussi de l'étape parisienne qui, n'étant plus une étape ouvertement pour sprinters, là tu dis aux sprinters, bon, vous voyez là le Puy le dernier jour, va falloir se taper tout ça, arriver dans les délais. Ouais, le côté où si tu dois te farcir ça pour rien en fait derrière, ça donne peut-être pas envie en effet. Parce que pour le coup, il y aura suspense au maillot vert, hein, parce que ils vont repêcher tout le monde, ça, il y a pas de souci, mais il y a quand même des bonnes possibilités que c'était du hors délai, que le maillot vert saute le dernier jour en faveur de Pogacar ou de quelqu'un d'autre, hein, mais... Pogacar, s'il veut gagner le maillot vert, en fait, c'est le meilleur moyen, c'est qu'il met son équipe à rouler pleine balle dès le début. Tous les sprinters hors délai, hop, ils se font tous sauter de la moitié. Je sais plus comment c'est maintenant, ils font ça, mais ils se font tous sauter à moitié de leurs points et hop, ils maillot vert par. Non, les points sont ramenés à 0. Si un coureur hors délai est repêché, ramené à 0 maintenant. S'il y a des réels risques de hors délai, ça va pouvoir faire comme le chrono de Péragude cette année, où subitement t'augmentes le pourcentage de délai de 10 ou 20 points le matin même.
Et comme ça, hop, c'est bon, il y a tout le monde qui passe. C'est vrai qu'en plus, par rapport aux sprinters, j'ai vu quelque chose d'assez particulier, c'est dans le dossier de presse, avec la petite description des étapes, il est indiqué qu'il y aurait 2 sprints intermédiaires, en tout cas sur certaines étapes, notamment les étapes de plaine, mais finalement, Christian Prudhomme aurait un peu rétro-pédalé en disant qu'il craint que ça sclérose encore plus les étapes. Ça dépend du barème qui est mis aussi, hein. C'est... Oui, si on dit que c'est 2 fois 10 points, par exemple, ça ferait pas plus de points. Si t'as moins de points ou t'as des points moins de coureurs ou tu réarranges les classements à l'arrivée, enfin, ça changerait la donne. C'est vrai que ce serait dommage d'animer les étapes de plaine. Hein, Ouais, puis de toute façon, elles vont être cadenassées de toute façon. Enfin... Bah, après, ça laisse, tu sais, tu feras un barème très déséquilibré où tu aurais énormément de points pour le maillot vert sur les classements intermédiaires. Ouais, il est déjà déséquilibré le classement. Non, mais tu pourrais avoir des baroudeurs, purs baroudeurs, qui viendraient jouer le classement maillot vert pour top 3, top 5 au maillot vert. Parce dans les points ici, je sais plus jusqu'à combien ça compte, mais. Au classement UCI, c'est les 3 premiers des classements annexes, classement par points et classement de la montagne. Donc, ça pourrait jouer aussi sur ce côté-là, et des coureurs qui joueraient le maillot vert par les classements intermédiaires, ça pourrait être intéressant après. Bon, on verra. En tout cas, je note que vous avez toujours ce regret qu'il y ait peu d'étapes de plaine. Ouais. Ça revient tout le temps dans les. Oui, voilà, c'est une tendance récente des Tours de France récents qu'on a tendance à voir. Pas que le Tour de France. Hein, oui, pas que, mais le Tour de France, c'est l'exemple le plus marquant, celui qu'on remarque le plus, mais qu'on voit que on a. C'est en général, t'as ça sur les classiques, t'as Paris-Tour où forcément il faut qu'on mette des chemins parce que c'est intolérable que t'as un sprint massif. Milan-San Remo où pendant longtemps, maintenant ça se joue plutôt avec les sprinters, mais où pendant longtemps il faut rajouter une côte, faut remettre machin parce que c'est nul qu'un sprinter il puisse gagner, ou toutes les courses par étapes où tu réduis de plus en plus. Milan-San Remo, c'est vrai que c'est paradoxal parce que Cavendish a gagné un parcours où il y avait la manie et Van Der Poel on a gagné, Pogacar pas passé trop loin d'en gagner sans la manie, mais bon, c'est vrai qu'on va peut-être finir par lancer un mouvement free sprinter ou alors venez au Grand Prix de Fourmies, voilà, mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément très gâtés. Bon, si on finit sur les étapes de plat et tout, vous voyez quoi, combien de sprints? 5? Peut-être pas plus? Ouais, bon, moi j'en vois 5. 5. Johan? Non, mais peut-être 6, ça va. Je pense qu'il y aura une étape où ça va réussir à tenir à peu près le peloton, et puis quelque part à Foix ou à Chambéry ou à Voiron. Mais le problème, c'est pas tant le nombre d'étapes qui vont se terminer au sprint, c'est que la manière dont elles sont mises, la manière dont elles sont tracées, tout ça, c'est avec des ensembles aussi durs et autant accès baroudeurs autour, et aucun enjeu pour les baroudeurs, parce que là, il n'y aura même pas le port du maillot à poids avec un point à aller chercher. Bah ouais, on va probablement avoir des étapes sans échapper. Oui, même si bon, j'ai l'impression qu'ils ont fait un effort en essayant de mettre au moins une côte par étape, parce que j'ai vu que même à Bordeaux, sur l'étape de Bordeaux, ils ont réussi à faire un détour mais ça, c'est du côté de Sainte-Croix-de-Mont pour aller chercher une petite côte pour dire on met un truc. Ouais, mais ça c'est sympa quand t'as le maillot à poids à aller chercher. Comme une fois après que t'as passé le Tourmalet, ta cote de 4ème catégorie, on s'en fout un peu, et c'est pas les 200 € de prime qui vont motiver les coureurs. Hein. Après, ça dépend qui t'invite. Hein. Si t'invites, si c'est Nantes Atlantique ou quelque chose comme ça, après peut-être qu'ils sont. Ouais, mais tu peux pas. Ouais, tu fais une sélection équipe de France et c'est bon. Hein. Tous les coureurs d'Arkea et tout qui ont pas réussi à retrouver l'équipe. Allez hop, venez. Tous les gens qui sont retournés en amateur. Là. En vrai, il y aurait moyen de faire un truc, une équipe pas dégueu non plus pour faire un tour de France. Pour de vrai, ça serait. Alors, je pense qu'ils le feront jamais, mais ça serait pas mal. Tu fais une équipe de France, sélection équipe de France avec que des coureurs amateurs. Mais tu sais, tu prends genre dans les 20 meilleures d'équipes amateurs françaises. Je pense qu'en vrai, ça peut fumer certaines équipes vos retours sur les échappés. Ah, il y aurait des trucs sympas, ouais. Ça pourrait être assez marrant. Et juste d'un point de vue technique, c'est juste pour que ça
pour qu'un coureur puisse courir en World Tour, il faut qu'il ait des documents par rapport au passeport biologique et tout ça qui soient établis depuis au moins 3 mois. Donc, Oui. pour des amateurs, purement amateurs, ça passe pas. Mais Les techniquement, coureurs une continentales, sélection, une sélection avec les Continentales pro, ça passe sans problème. Oui, donc des coureurs de Van Saint-Michel, de Roubaix, Nantes, c'est Van Riesel, Nantes, etc. Saint-Michel. Ça marche. Ouais. Bon, on va arrêter là pour s'égarer. Deuxième digression intra-podcast, on n'est pas rendu avec tout ça. Pour finir sur le Tour de France Homme, je vais vous demander, messieurs, l'étape que vous attendez le plus, l'étape qui vous plaît le plus sur les 21 qui sont au programme de ce Tour de France 2026. Anselme, pour commencer. Ah, Tu t'es pas sûr, donc je vais peut-être laisser la Non, main à si, quelqu'un le en temps de vrai. te le faire laisser chercher. non, si, quand même, l'étape de l'Alpe d'Huez, ça reste comme la deuxième. Avec Croix de Fer, Télégraphe, Galibier, ça reste quand même une belle étape sur le papier. J'ai peur de ce qu'on verra sur la route, mais sur le papier, c'est un joli parcours. Ok, Geoffrey. Ussel. Si je dois en choisir qu'une, je vais dire celle-là. Ok, ouais, pour le côté baroudeur, étape très ouverte, C'est ça. avec passage au Sucomé au milieu. Bon, il est là, il sera peut-être pas avec une position extra déterminante, mais on sait jamais avec ce genre d'étape. Mais je mets pas loin l'étape de Barcelone avec le circuit de Montjuïc pour en début de course, ça, en espérant que ce soit pas juste Pogacar qui pine tout le monde au sprint et que ça fasse un gros plouf derrière en termes de ressenti. On est à l'abri de rien, mais ça peut être sympa. On a vu sur le Tour de Catalogne dernièrement que c'est une étape qui peut quand même être sympa. Et que Guillaume Martin s'est sprinté. Et même un Primoz Roglic peut rendre une étape comme ça sympa, c'est à dire. Johan, quelle étape te plaît le plus, toi, sur ce parcours du Tour de France? Chambéry-Voiron. Ah oui, donc toi, t'es en plein dans l'argument Christian Prudhomme, la meilleure étape, c'est celle qui passe chez moi. Ok, je vais dire l'étape de Bordeaux, alors, dans ce cas-là. C'est pas chez moi, hein. Enfin, c'est pas spécialement chez moi en plus. C'est pas tellement plus près que Chalon-sur-Saône hein, pour moi, mais Bon, ok. Mais parce que Mais, tu sais pas ce que ça peut donner, parce que je sais pas ce que ça va donner. Potentiellement, s'il y a du vent, t'as une bordure à vraiment 30 bornes de l'arrivée. Enfin, donc ça là, je sais pas trop ce que ça va donner. Après, je suis très, enfin, c'est aussi pour pas reprendre l'Alpe d'Huez, tout ça. Parce que les étapes de montagne me donnent envie pour le coup. Enfin, j'ai envie de les voir cette année. Ah bah ça, c'est positif. Ça change, c'est incroyable. Donc moi cette étape-là, l'étape de Foix aussi, ou ces étapes où même un sprint en peloton réduit, ça me fera plaisir, mais je me dis, je suis pas sûr de ce qui va s'y passer. En fait, je sais pas trop, et du coup, c'est celle que j'ai le plus envie de voir. Eh ben voilà. Si on peut en lister plusieurs, les étapes de Foix et de Belfort, je suis aussi curieux de ce que ça va donner. Mais vous allez me prendre toutes les étapes qui restent, c'est pas vrai. Geoffrey va te les faire. Non, mais après oui, je m'étais noté forcément la deuxième de l'Alpe d'Huez qui très envie de voir ce que ça va donner, ça va être un sacré bordel. J'avais l'étape du sel en numéro 2, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. J'aurais dit l'étape du Markstein, mais avec le plateau de Solaison juste derrière, je suis pas très sûr de ce que ça peut donner. Donc après, sinon, ça va être une étape comme Foix, par exemple. Ussel, je pense, ça a le plus gros potentiel d'étape décevante du parcours, par contre. Hein. Parce qu'on peut peut-être en attendre trop d'une étape Ouais. qui... Au final, ça peut donner tout et n'importe quoi et finir par un raid en solitaire de 50 bornes de Tim Wellens ou Ben Healy. Oui, ou sprint semi-massif où il se passe rien, personne n'attaque. Voilà. Donc, il peut se passer beaucoup de choses, mais au moins, on aura des incertitudes au départ de cette étape. Et ça, c'est pas rien. À présent, on va quand même se garder un peu de temps dans ce podcast très long, mais forcément, on a des choses à dire sur le parcours de ces Tours de France. On va parler du Tour de France Femmes, qui donc, on l'avait un petit peu évoqué en introduction, partira de Suisse, plus précisément, excusez-moi, je vais prendre les mots dans le bon ordre, partira de Suisse avec 2 étapes et demie, une arrivée à Lausanne, une arrivée à Genève, puis on entrera en France avec une étape à Poligny, un contre-la-montre entre Gevrey-Chambertin et Dijon,
Puis ensuite, on prendra la direction du sud de la France avec des arrivées. Belleville en Beaujolais, Tournon-sur-Rhône, l'arrivée au sommet du Mont Ventoux, celle-là risque d'être très attendue. Puis une longue étape, 175 km, c'est pas rien, entre Sisteron et Nice. Et la dernière étape en circuit autour du Col d'Èze, qui sera à gravir à 4 reprises. La dernière ascension sera un petit peu différente, en passant par le chemin du Vinaigrier. Donc, dans l'ensemble, qu'est-ce que vous pensez de ce parcours du Tour de France Femmes? Geoffrey, je vais te laisser commencer. Est-ce qu'il te plaît, ce parcours? Il me plaît beaucoup. Je trouve bien intéressant dans la manière dont c'est mis. Peut-être le regret du Ventoux qui accapare un peu tout pour le classement général, mais avec ce qu'il y a derrière, c'est quand même intéressant. Les étapes de plaine ont des parcours qui permettent de l'animation. On en a pour tout, pour baroudeuses, pour sprinteuses, pour grimpeuses, pour puncheuses. On a une étape bien plus longue que la moyenne encore. Et donc ça c'est cool d'avoir une parcours d'endurance. Une étape qui fait même 15 km de plus que le limite UCI. C'est ça, hein, encore une fois, si on prend les limites UCI, l'étape et qu'on applique ça côté masculin, c'est comme si sur le Tour de France on mettait une étape de 255 km. Voilà, ça serait sympa en effet. Et encore, techniquement, légalement, si on suit le détail du règlement UCI, il y a un alinéa un peu plus loin qui précise qu'en fait des étapes comme ça, tu peux en mettre 2 si tu veux. Magnifique, le règlement qui se contredit lui-même. Non, le règlement autorise à faire 2 étapes plus longues que la distance maximale. Ah oui. Pour les grands tours. Ouais, ça c'est pour les passionnés de règlement. Il y a pire comme contradiction. Non, et puis il y a le retour du contre-la-montre aussi sur le Tour de France femmes, donc c'est bien. Puis l'étape du Ventoux, on continue de cocher un peu les cases des montées mythiques. Oui, on a vu l'arrivée au sommet du Tourmalet en 2024, l'arrivée à l'Alpe d'Huez en 2020, alors le Tourmalet en 2023, l'Alpe d'Huez en 2024. Et donc 2026, on aura le Mont Ventoux. La Madeleine est un peu moins mythique, on va dire, dans l'imaginaire collectif du cyclisme, mais on l'avait eu cette année en 2025. Mais elle est chouette l'étape du Ventoux en plus, elle est pas... Ouais. Elle joue quand même sur le côté très... Enfin forcément la montée finale ressort énormément, mais où t'as quand même des petits cols en début, et puis t'as l'approche par les dentelles de Montmirail qui est assez chouette. Enfin, ça marche pas mal. Oui, c'est à faire une seule ascension du Mont Ventoux, on peut difficilement faire mieux, plus accidenté, quoi. Ah si, tu peux faire beaucoup plus accidenté, t'as plein de petits cols derrière le Mont Ventoux qui font 5, 6, 7, 8 bornes, tu peux faire une vraie étape de moyenne montagne avant d'arriver au Ventoux, mais là je trouve que justement t'as quand même de quoi attaquer dès le début ou lancer échapper avec des grimpeuses dès le début. Mais quand même avoir cette approche où le Ventoux ça reste la grosse montée qui va tout écraser, quoi. Après justement, est-ce qu'il n'y a pas ce risque que, comme tu le dis un peu par rapport à l'étape, que l'étape du Ventoux écrase le reste du parcours? Oui. Mais après t'aurais mis n'importe quelle étape de montagne, c'était un peu la même chose, donc l'étape de Nice peut écraser le reste du parcours. C'est une course qui part toute seule sur la deuxième ascension qui fait tout l'écart, parce qu'en soi tu peux tenir l'écart face à des poursuivantes. En plus elle est courte, oui, cette étape de Nice, 99 km. Donc, typiquement étape de Nice, t'aurais mis ça à l'époque de Van Vleuten, ça part pied de la première bosse, et toute l'étape toute seule, c'est pas... C'était compliqué, donc... oui, ça aurait fait un long contre-la-montre individuel. L'étape du Ventoux fera peut-être des gros écarts à la fin, mais ça sera la montée finale, de toute façon. Donc... Et puis entre les coureuses qui jouent la gagne, il y aura déjà des écarts avec ce qu'il y a eu avant, il y aura moyen d'en refaire après, à voir les proportions qu'il y aura dans cette étape, mais... Et puis même, quitte à imaginer une étape folle, la vallée du Rhône, il y a déjà eu des bordures ou des tentatives de bordure à ces endroits-là, donc selon comment ça souffle, il peut vraiment y avoir des super trucs. Oui, parce que j'ai vu des gens citer Giganté, mais Giganté, il y a moyen qu'elle soit à 10 minutes au pied du Ventoux, quoi. C'est pas faux, mais c'est vrai que Sarah Giganté, si c'est pas l'étape du Ventoux,
Ça risque d'être un petit peu compliqué malheureusement pour elle. Parce que pour le coup, on n'a pas d'orgie d'arrivée au sommet sur la course femme, contrairement à la course homme. Non, il y a des arrivées dans la vallée, après des profils différents en plus, avec. Enfin, vraiment un petit peu de tout pour tout le monde, c'est bien dosé, c'est. Est-ce qu'on n'est pas à se dire que le Tour de France femme, c'est en condensé ce que vous voudriez pour le Tour de France homme? Ouais, que Marion Rousse peut prendre la place de Christian Prudhomme dans la partie de tracé, si on part vers là. Euh, non, mais il y a, on va dire, toutes les critiques qu'on peut apposer sur le tour homme, où il y a parfois des étapes qui sont hyper stéréotypées, il y a le contre-pied qui est bien présenté là ici. On commence avec une étape avec un final pour Puncheuse pour le premier maillot, mais on fait pas un truc où il y a 50 côtes avant. Comme ça, le maillot jaune peut encore potentiellement bouger après. On a des étapes avec des finaux pour Sprinter, mais il y en a une où il y a plein de côtes, donc il y a des raisons d'aller à l'avant parce qu'il y a le maillot à poil aller chercher. Et puis il y en a une où il y a un petit col au début, donc il y a une échappée de costaud qui peut se lancer à ce moment-là. Il peut se passer plein de trucs après dans la manière dont le peloton va gérer. Puis bon, si on continue à prendre dans la suite, quand on va arriver à l'étape du Beaujolais, là on va pouvoir laisser Johan présenter chaque mètre du tracé. Mais il est bien le tracé en plus du Beaujolais. Je trouve il est bien dosé, quoi. Il en fait pas trop. Enfin, Bien dosé, bien équilibré, avec un moment entre guillemets de calme avant de reprendre les montées finales pour oser avoir vraiment une gestion stratégique et pas juste de l'enchaînement un peu débile de difficultés pour être sûr que c'est juste le plus fort qui gagne. J'espère juste que cette étape-là, on n'aura pas la prise d'antenne après la côte de Pusilly avant d'entamer 30 bandes de plat. Non, mais pour toutes, si on pouvait avoir la diffusion en intégralité. Oui, là on peut le demander pour toutes. Mais toutes, il y a des trucs, il y a des raisons de regarder le kilomètre zéro en fait. Donc, ouais. C'est vrai. Donc au final, on peut dire quoi, ce Tour de France femme, il y a aucune étape trop dure, aucune étape trop simple. Du coup, il est équilibré en mettant un petit peu de difficulté partout. Ben, c'est ça, et même si on prend les étapes très difficiles, ce qu'on évoquait sur le Tour de France homme où les sprinteurs ont plus rien à faire, bah là il y a l'étape de Nice qui se cale après le Ventoux, donc il y a une raison pour que les sprinteuses s'accrochent et abandonnent pas au Ventoux. Parce que ça peut peut-être passer pour Nice, mais pas sûr avec les côtes qu'il y a dans le final. C'est incertain. C'est ça, ouais. Le tout en plus dans une étape marathon, donc il faut gérer l'ensemble de trucs. Et l'étape de Nice pour finir, mais pourquoi on n'a pas eu ça en 2024 sur le Tour Homme? Oh, tu sais très bien que Pogacar, il aurait fait ce que tu disais devant de Vleuten, il serait parti kilomètre zéro. Ouais, mais le final tout nul qu'on a eu là, les dernières étapes de la dernière semaine en 2024, ça aurait été bien d'avoir un truc comme là. Oui, au moins c'est un profil qui change. Ça c'est Il y a, sûr. il y a des trucs il y a des trucs qui changent dans les trois. Il y a quand même une grosse course de côte sur la fin. Ouais. Euh. Donc, bon, je vous sens particulièrement enthousiaste en tout cas. Je vais poser la question aussi à Anselme, qui est moins spécialiste de parcours, moins spécialiste de cyclisme féminin aussi dans l'ensemble. Est-ce que toi, avec ton œil un peu différent de celui que peuvent avoir Geoffrey et Johan, il te plaît ce parcours du Tour Femme? Bah, ouais, je le trouve pas mal. Je suis d'accord sur le fait que le Ventoux va un peu tout décider pour le général. Moi, enfin, de mon point de vue, ce que je trouve dommage, c'est que ça fasse que 9 étapes. Mais c'est un autre sujet. Le parcours, non, il est assez équilibré. On sent quand même une volonté d'en faire vraiment un mini Tour de France avec que tout le monde puisse avoir sa part du gâteau. Mais non, dans l'ensemble, je suis assez d'accord sur le fait que les étapes sont plutôt pas mal. Il y a globalement toutes les étapes sont un peu différentes et bah, ça peut donner un truc sympa. Peut-être le fait que ce soit vrai, que tout va se décider sur une vraie montée sèche, même si l'étape de Nice aura de l'intérêt si les écarts sont pas phénoménaux. Après, je connais pas assez le peloton féminin pour savoir s'il peut y avoir du suspense après le Ventoux ou pas. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. C'est plutôt pas mal. Alors, par rapport au point qui
qui te chagrine par rapport à ce Tour de France Femmes qui fasse seulement 9 étapes. On peut quand même noter le fait que il est passé à 9 étapes là cette année en 2025. En 2026, le Tour Femmes va se séparer du Tour Homme, c'est-à-dire que le Tour Homme arrivera le dimanche 26 juillet et le Tour Femmes partira 6 jours plus tard, le samedi 1er août. Donc il y aura une petite période de latence qui pourra peut-être aussi permettre de se dire à l'avenir, bon, on va passer peut-être à 10, à 11 jours de course. Est-ce que ça, Johan, ça te semble une perspective intéressante aussi pour le développement du Tour de France Femmes et du cyclisme féminin avec? Je sais pas si on aura transition 10, 11 jours, enfin 10 jours peut-être, mais parce que d'un moment, en fait, il y a la problématique de venir mettre une journée de repos selon les règlements UCI. Je pense que le max, ça va être du vendredi, dimanche, avant de passer carrément à 15 jours. Je sais pas si on s'étendra plus avant ça. Mais en l'état, oui, de toute façon, tout le monde est un peu frustré que ça ne dure que 9 jours de toute façon. Donc. Après, on aura déjà peut-être un premier test de jours de repos en 2027 en partant de Grande-Bretagne. On verra. Pas, Ou pas, c'est pour ça que je dis on verra. On en est encore loin. Geoffrey ? En transition qu'il peut y avoir aussi dans le temps, ce serait un tour femme de 12 jours qui suit le tour homme, avec le conditionnement, on va dire, aux journées de repos le lundi, où la course commence le mardi, et on fait 6 jours, repos, et 6 jours derrière. Ça pourrait se faire... En étant en même temps... Ah oui, non, en étant à la suite, pas en même temps. Oui, non. À la suite, oui, à la suite, oui. Non, j'étais à suivre sur la caravane, non, dans la foulée, garder le principe de c'est lundi, jour de repos, puis ensuite on repart. Pourquoi pas. En effet, il y a pas mal de pistes, mais c'est vrai que j'avais pu entendre certaines coureuses interrogées qui disaient pourquoi pas, mais prenons le temps aussi de pas chercher à mettre la charrue avant les bœufs et que les équipes et l'ensemble de l'écosystème puissent être prêts. Quand on voit que les équipes sont actuellement à 15 coureuses à peu près, entre 15 et 18 pour les équipes pour le tour, c'est-à-dire que si tu les prends sur 2 semaines, ça fait que pendant 2 semaines forcément elles peuvent pas faire d'autres courses, il y a le temps de préparation, etc. Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut aussi prendre en compte. L'équipe numéro 1 mondiale, la FDJ Suez, sera à 16 l'an prochain, donc c'est pas des gros effectifs, quoi. Oui, tout à fait. Pour revenir à notre parcours du Tour de France Femmes, alors vous avez évoqué le contre-la-montre qui fait son retour. On avait eu, de mémoire, c'était 8 ou 9 kilomètres en 2024 de contre-la-montre. Là, on a 21 kilomètres de contre-la-montre. Ça vous semble bien, déjà le contre-la-montre, et puis aussi une telle distance sur l'ensemble du parcours? Après, tu avais eu, je sais plus si c'était à Pau ou c'était, après le Tourmalet. Oui, tout à fait. 2023, on a vu une dernière étape contre-la-montre. C'est vrai, tu fais bien de le préciser. Tu avais à peu près la même distance, ce qu'avait planté Nivadoma d'ailleurs, mais donc après, c'est quasiment aussi long que le Tour de France Homme. Mais oui, c'est comme pour toutes les distances, on n'est pas loin, mais presque. Un peu le même genre de défaut où tu es obligé de mettre une bosse sur le parcours, mais ça ne change pas forcément grand-chose chez les féminines. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir une vraie distance de chrono, d'autant plus quand une demi-heure française, Juliette Labous, c'est très bon en chrono par exemple. C'est un peu dommage, et où ça aurait pu, pour prendre le cas si par exemple Florent Prévost est aussi forte que l'an dernier, enfin cette année, une Voloring pour le coup peut lui mettre du temps et ça peut donner quelque chose aussi d'intéressant de ce côté-là. Même si PFP, on sait pas forcément ce qu'elle va valoir sur un contre-la-montre. Je crois que ça fait un moment qu'elle en a pas fait. La position, je pense qu'elle sera 10 fois trop haute sur le vélo déjà, mais bon. Oh, je peux m'attendre à tout, qu'elle ait bossé pendant 6 mois la position et qu'elle arrive nickel, tel Philippe Ogana. Ça, je est capable de tout, je peux m'attendre à tout. Donc on verra bien. Et du coup, je suis allé regarder les distances de contre-la-montre. On avait en effet 23 km à Pau en 2023. 2024, c'était pour le coup 6 km à Rotterdam. Et 2025, on n'avait pas de contre-la-montre. Même si on passait à 9 étapes. Geoffrey. C'était une demi-étape. Oui, c'était une demi-étape en plus en 2024, en effet. Geoffrey, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce contre-la-montre qui, par ailleurs aussi, est pas tout plat. Il y a une la petite distance montée.
la distance est moins gênante que sur le Tour Homme par rapport à la longueur générale de la course, aux écarts qu'il y aura à côté, et aussi au positionnement dans la course, puisque c'est avant la montagne. Maintenant, le fait qu'il y ait une côte, bah, ça me paraît assez logique, parce que sinon ça aurait été, je pense, plus compliqué logistiquement, parce que arriver à Dijon par le sud, si on évite la montée vers Corcelles, bah, soit on traversait une zone industrielle, soit on traversait une zone commerciale. Bon, Pas terrible. pas terrible, et après, logistiquement, aller bloquer tout ça, la circulation toute la journée, ça me paraissait plus difficilement jouable. Maintenant, bah, cette route-là, cette montée-là, elle est sympa à faire en Twingo, donc je me dis que ça va être sympa à suivre sur une course cycliste. C'est... On sent le J'ai pas connaisseur. grand- J'ai pas... Ouais, bah, déjà passé par là en vacances, mais bon. Le- J'aime ce genre d'anecdote quand vous me sortez les trucs au virage près. Yoann, si tu veux y aller sur l'étape de Belleville en Beaujolais, après derrière. Ah non, mais vraiment, c'est très court, mais le moment où il y a les deux petits lacets, c'est un endroit qui est assez sympa à la sortie. Enfin, on sort d'un endroit où on rentre plein de vignes, et après on se retrouve dans la forêt. Mais bon, après, non, le tracé, sinon, il est plutôt pas mal, et il s'implante bien dans la course à ce moment-là. Parce que c'est en transition après deux étapes où s'il y a des écarts, c'est par des échappées, mais pas nécessairement pour le général. Le final en côte à Lausanne aura fait quelques écarts, donc ce sera l'occasion de commencer à mettre des écarts. Et il y aura l'occasion dans les étapes qui suivent de continuer à en faire, ou de retourner un petit peu les situations et d'avoir une hiérarchie qui évolue. Enfin, si on veut avoir un vrai crescendo, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, encore une petite pique de plus lancée au Tour de France homme. Mais bon, dans Pas autour l'ensemble. de François, mais la manière dont le parcours est communiqué, surtout. D'accord. Ok. Bon, bah, très bien. En tout cas, ce qu'on retient pour conclure, c'est que le parcours de ce Tour de France Femmes, il vous plaît. Ça promet, à vous entendre, ça risque d'être très intéressant. Mais il continue l'alternance, hein, le Tour de France Femmes, c'est vraiment une année le parcours est pourri, une année le parcours est super. 2025, c'était pourri pour toi? Oui. Ok, parce que j'avais en mémoire que vous le trouviez plutôt pas mal. Mais- Par Moi, rapport au Tour Homme. Mais sinon, Ah, ouais, c'était là. il était très contraint par l'amorce que ça amenait. On trouvait cool l'étape de Châtel. Qui a porté ses promesses au final. Ouais, sauf pour l'aspect prestige de l'emplacement où il y a le podium final, hein, qui faisait pas du tout podium final du Tour de France. Ça, ouais, c'est le truc que je me suis dit, c'est... On a une victoire française enfin sur le Tour de France, et on arrive au bout d'un parking, au bout d'une vallée, au fin fond de la Haute-Savoie. Bon, là au moins à Nice, ça sera un petit peu plus prestigieux au moins. Ça, c'est le cyclisme ça des aurait pu être territoires. fait dans un parking sur des glacières de camping. Hein. C'est peut-être ça qu'il nous faudrait pour revenir à la source du vrai vélo. Ah bah, Au sport cul du populaire. camion, t'ouvres le truc, t'as le champagne dans le coffre, dans la glacière, et puis... Ah bah, Ouais. La Vuelta avait la solution en fait. De toute façon, faut toujours regarder de ce côté-là. Non mais, t'imagines, t'as un podium comme ça, genre Franck Prévost, elle est hauteur de foule, t'as tout le monde autour d'elle et tout, et genre, elle se fait porter par les gens et tout, ça aurait une ambiance, quoi, tu vois. Ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Mais bon, après, ça serait peut-être plus compliqué pour voir, mais bon. Il y aurait de quoi faire. Écoute, on va peut-être faire la proposition à SO, leur dire, si vous voulez, on a un truc. C'est filmé caméra épaule avec un pauvre mec qui se fait balader tu vois, par la foule. Ouais, on filme en mode POV, c'est très bien. Et voilà. Bon, voilà, écoutez, pour finir, je vais vous poser la même question que sur le parcours masculin. Quelle est l'étape qui vous plaît le plus sur ce Tour de France féminin? Johan, pour commencer. Là, par contre, je vais dire l'étape qui passe chez moi, par contre, ça craint. Non, mais là, elles sont toutes intéressantes, donc t'as le droit, vas-y. L'étape de Belleville-Beaujolais, hein, là, c'est trop ma cam, c'est trop les coins que j'adore, donc celle-là, j'ai envie d'y aller, quoi. Et que sportivement, elle est intéressante aussi.
Sportivement, elle est intéressante aussi. Elle marche bien dans la montée en pression du parcours. S'il se passe des trucs dès le début, ça va être bien. S'il se passe pas, de toute façon, tu auras les finales avec le Mouri, qui est un des meilleures finales d'étape du cyclisme, je trouve. Donc, non, ça va être chouette. Geoffrey, toi, c'est quelle étape que t'as envie de retenir? Bah, le Tour de France passe pas chez moi, donc je vais dire l'étape qui passe chez Johan. Bon, bah, des fois, on va tout faire comme ça. Hein. Il y a plein de belles étapes, enfin toutes presque. Hein. Il y a des trucs positifs à dire sur toutes. Et voilà, quoi, on râle suffisamment sur plein de trucs, mais là, quand il y a des choses qui sont bien faites, faut le dire. Et ouais, c'est compliqué d'en retenir que une. Oui, c'est là la difficulté de la question. Mais tu vois, c'est marrant parce que je détestais l'étape de Genève et de Lausanne quand ça a été annoncé le grand départ, parce que vraiment, qu'est-ce que c'est que ces trucs là, enfin, dans les comtés, que c'est quoi ces machins tout plats dégueulasses. Et dans le parcours général, elle passe très 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 bien. Comme quoi, faut prendre le parcours dans son ensemble et pas forcément juger les étapes individuellement, même si bon, on pourrait dire que à Lausanne, on pourrait faire beaucoup mieux, mais sur l'ensemble d'un tour. Ouais, mais sur l'ensemble du parcours, sur comment c'est mis à cet endroit-là, c'est nickel. Donc du coup, si t'as à sortir une étape, tu prends celle de Belleville en Beaujolais. Ouais. Allez. Il y a match avec d'autres, mais... Il y a match avec 8 autres étapes. Anselme, toi, après ce petit moment de réflexion, là, cette fois, je te fais passer en dernier, t'as eu le temps de réfléchir. Quelle étape tu mettrais en avant? Eh ben moi, je vais dire celle de Poligny. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait un col au début et qu'ensuite, il y ait quand même pas mal de... En fait, ça va dépendre de comment elle est courue. Mais ça peut donner une étape intéressante avec des potentielles sprinteuses qui lâchent ou une échappée qui part. En fait, j'arrive pas à savoir comment elle va être courue. Et ça peut être très sympa. Et ça peut être aussi monter au train de sénateur et puis sprint à l'arrivée. Oui. Ça peut être victoire de Lorena Vibus, comme ça peut être victoire de Pauline Ferrand-Prévot, j'en sais rien. Mais Enfin, elle offre des possibilités que je trouve intéressantes. Ok, très bien, c'est noté. Ouais, moi je m'étais noté l'étape de Belleville en Beaujolais, puis du coup je vais dire celle de Tournon-sur-Rhône, aussi, qui est un peu dans le même style, mais avec des montées plus longues, qui peut être très intéressante. Et puis bon, forcément aussi quand même l'arrivée au Mont Ventoux, pour voir le Tour de France Femmes s'inscrire dans le Mont Ventoux et le faire rentrer également dans son héritage, même si bon, ça risque d'être une courte côte et c'est pas généralement ce qui est le plus enthousiasmant. Mais on verra. On peut avoir des surprises, évidemment. Mais c'est très pinard, hein, quoi, toute la course. Là, en ce moment. Christian Prudhomme, là, il va être en touriste total. Il va se faire une cave là, sur cette semaine. Ah, il va pouvoir profiter, là. Lausanne, t'es dans les vignes. Belleville, t'es dans les vignes. Tourne, t'es dans les vignes. Le Ventoux, t'es dans les vignes. Le chrono aussi, hein. Dijon, voilà. Enfin, là, fouf. Et à Nice, tu finis par le chemin du vinaigrier. Oh là 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 là. Bon, par contre, ça m'étonnerait qu'il y ait les vignes dans ce petit chemin, mais mais il y a de quoi faire. Ça sera au niveau du paysage, des panoramas. Ah, on en prendra plein la vue aussi. Ouais. Puis c'est du meilleur vin que le Bordelais, quoi. C'est quand même mieux, quoi. Je ne me prononcerai pas. Nous sommes là pour parler cyclisme. Ça va à la pêche. Même pas. Bah écoutez, avec tout ça, on va arriver tranquillement à la fin de ce podcast. Bon, il était très long. J'ai perdu le compte. Je sais même plus où est-ce qu'on en est. Mais écoutez, je sais qu'on arrive à la fin. Ça déjà, c'est. J'allais dire bien, mais en même temps, j'ai pas envie qu'on s'en arrête là, tellement on pourrait dire de choses sur les parcours de ces Tours de France, hommes et femmes. Il y a encore aussi. Là, je pense qu'on pourrait faire du étape par étape et puis tenir longtemps. Ah bah écoutez, allez, rendez-vous la semaine prochaine, on se fait un live, on se prend toute la journée, allez. On fait un live Twitch sur chaque étape individuellement. Écoutez, on part là-dessus, après on va faire à chaque présentation de course coureur par coureur de la start list et on n'en plus. L'an prochain on participe aux The Event, on fait du vendredi 18h au dimanche minuit, on fait étape par étape, allez. Et puis je suis sûr que vous allez tenir. S'il faut, oui. J'ai pas envie de vous lancer là-dedans. Je vous sens un peu trop capable, mais bon.
En tout cas, on va s'arrêter là pour parler des parcours. Puis de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion encore de revenir là-dessus quand on approchera des Tours de France l'été prochain. Vous qui nous avez écoutés, qui avez tenu jusque-là, déjà merci beaucoup. Puis partagez également vos remarques, ce que vous pensez de ces parcours. Intéressant de pouvoir comparer tout ça. Il y a plein d'avis, c'est toujours intéressant. Et puis après, pour le prochain podcast, on est en fin de saison, donc on va lever un petit peu le pied. On va se retrouver au début du mois de novembre pour faire, comme à chaque fin d'année, bien le bilan de la saison avec nos traditionnels votes qui accompagnent les votes sur le forum du groupe Eto. On vote meilleur coureur, meilleure coureuse, meilleur français, meilleure française sur la saison. Et sur le forum, il y a encore des tas de catégories. Nous, on va se contenter de quelques-unes pour le podcast et ça sera déjà pas mal. Il y aura matière à débat. Peut-être pas pour toutes les catégories, mais il y aura de quoi faire. Voilà. En tout cas, je vous propose un peu l'agenda pour la suite. Et puis donc, en attendant le prochain Chasse Patate, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr. Il y a encore de l'actu. Ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Blue Sky. Merci beaucoup à vous, Anselme, Johan et Geoffrey. Merci à toutes et à tous qui nous avez écoutés. Et à bientôt dans Chasse Patate.